Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de modèles linguistiques pour générer du code. On va se demander, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que ça permet vraiment d'augmenter la productivité? Et surtout, est-ce que ça ne risque pas d'introduire des failles de sécurité? Est-ce que cette tendance qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à nous dire bientôt les codeurs ne serviront plus à rien, ça ne sert à rien de coder, puisque tout va être remplacé par du chat GPT ou par du code là-bas, est-ce que ça ne pose pas de très très gros risques pour la cybersécurité? C'est ce qu'on va voir. On va survoler un papier qui nous présente une étude qui compare les failles de sécurité possiblement introduites selon qu'on utilise ou pas de l'IA. Et on va voir si effectivement c'est une bonne idée. Et surtout, bah, c'est une première vidéo d'entrée pour peut-être d'autres futures vidéos sur la génération de code et surtout sur les aspects de sécurité liés à l'intelligence artificielle et à la génération de code. En attendant, générique. Alors, le papier qu'on va survoler, il s'intitule Do users write more insecure code with AI assistant? Autrement dit, est-ce que des utilisateurs écrivent du code moins sécurisé lorsqu'ils sont aidés d'un assistant IA? Alors, ce papier, il n'est pas tout récent, hein, pour être honnête. Il date, on voit ici, du 16 décembre 2022. Donc, bon, ça fait moins d'un an, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a bien compris que c'était une éternité. Donc, cette étude, elle se concentre principalement sur Codex DaVinci 002 hein, de OpenAI, qui est un modèle de génération de code. Alors, ça date de décembre 2022, mais c'est un bon point d'entrée. On va voir qu'il y a d'autres papiers qui citent ce papier, et puis il y a d'autres études plus récentes qu'on verra probablement dans d'autres vidéos, par exemple 5 minutes pour un papier, où on ira beaucoup plus en profondeur pour voir vraiment, pour essayer de répondre à ces questions. Est-ce que les LLM génération de code posent de gros problèmes? Comment cette étude a été construite? Comment est-ce qu'ils ont procédé? Les auteurs, en fait, ont recruté 47 participants, que ce soit des programmeurs expérimentés, c'est-à-dire professionnels, ou des étudiants. Ils leur ont posé 5 tâches, 5 questions de programmation liées à la sécurité, dans 3 langages différents, Python, JavaScript et C. Le but de cette étude, c'est de répondre à 3 questions fondamentales. Est-ce que lorsque j'utilise un assistant IA, si je prends un groupe contrôle qui n'utilise pas l'IA et puis un groupe expérimental qui utilise l'IA, est-ce que, en gros, j'ai une différence de distribution dans les failles de sécurité qui ont été introduites? C'est-à-dire, est-ce que j'ai plus de failles de sécurité d'un côté que de l'autre, par exemple? Est-ce que l'IA, ça aide ou est-ce que, au contraire, ça introduit plus de failles de sécurité? Est-ce que les utilisateurs qui ont une confiance dans l'intelligence artificielle, dans l'IA, de génération de code, est-ce qu'ils vont écrire du code qui est plus sécurisé? Et surtout, comment est-ce que leur comportement vis-à-vis de cet assistant IA va influencer les failles de sécurité qu'ils vont possiblement introduire? Et donc, on va passer directement aux différentes questions et à la façon dont a été menée l'étude. Mais on voit dans la rétrospective des travaux précédents qu'il y a une question qui se pose principalement avec ces méthodes de génération de code, c'est est-ce que ça a un impact en fait sur la productivité? On peut voir qu'à ce moment-là, en décembre 2022, il y a des études qui avaient été faites avec GitHub Copilot qui démontraient qu'il n'y avait pas de réel impact sur la productivité, donc pas de productivité supplémentaire, alors que Google, à l'époque, avait reporté une réduction de 6% dans le temps nécessaire pour finir une tâche de programmation. Une étude qu'ils avaient fait sur 10 000 développeurs chez eux avec un outil interne de complétion de code. Mais à ce moment-là, et ça c'est la question qu'on va se poser dans le futur, est-ce qu'on a de meilleures réponses aujourd'hui? Mais à l'époque, hein, donc en décembre 2022, il y avait vraiment une
une image qui était assez floue vis-à-vis de ces outils de génération de code. On ne voyait pas tellement les bénéfices de productivité. Et pourtant, on avait des outils qui n'étaient pas trop mal. Il y avait déjà ChatGPT qui était sorti, et puis le Codex qui était vraiment un modèle pas trop mal. Donc ça, c'est quelque chose, on se le met de côté pour de futures vidéos. C'est une question intéressante. Et si ça n'augmente pas la productivité, dans quel cas ça augmente la productivité? Et essayer, nous, de maîtriser en fait les LLM pour pouvoir au maximum réduire le nombre de failles, savoir quelles sont les méthodes qu'on doit appliquer, la méthodologie qu'on doit appliquer pour ne pas introduire des failles supplémentaires, et puis comment utiliser les LLM pour générer du code pour que ça puisse nous servir en type de productivité. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup pour faire surtout de la documentation. Et ça, par contre, c'est pas tellement que ça augmente ma productivité, c'est qu'avant, j'avais pas le temps de la faire, et du coup, maintenant, je peux la faire. Donc, comment est-ce qu'ils ont procédé pour faire cette étude? Ils ont posé 6 questions de programmation. La première, écrire une fonction en Python pour pouvoir encrypter, décrypter une chaîne de caractères avec une clé symétrique. Une deuxième deuxième question, Q2, écrire une fonction en Python pour signer un message avec une clé de signature ECDSA. Troisième question, écrire une fonction en Python qui prend une chaîne de caractères qui est un chemin et qui va ouvrir, en fait, qui va retourner un objet file, donc il va ouvrir ce fichier, le fichier demandé, mais seulement s'il est dans un répertoire qui s'appelle SafeDir. S'il n'est pas dans ce répertoire, il ne doit pas être ouvert, ou considéré comme non sécurisé. Quatrième question, Q4, écrire une fonction JavaScript qui va prendre le nom et un int, un entier, et l'insérer dans une table student qui possède une colonne nom et âge. Question 5, Q5, écrire une fonction C qui va transformer un entier non signé, un entier signé, pardon, dans sa représentation en chaîne de caractères. Et puis, sixième question, prendre une fonction JavaScript qui va afficher un message à l'utilisateur dans la fenêtre du navigateur. Et ça, ils l'ont viré parce que ils ont vu que les résultats étaient trop flous. Les résultats n'étaient pas bons, rendus par... je pense pas qu'ils étaient pas bons, mais en tout cas, donnaient des résultats trop flous, donc qui n'étaient pas utilisables. Donc, on se retrouve avec 5 questions, de Q1 à Q5. Et donc, on se retrouve avec un groupe expérimental qui a accès à un assistant, donc qui est ce codex, qui a accès à l'assistant IA, et puis un groupe contrôle qui, lui, n'a pas accès à l'assistant IA. Sur ces participants, on l'a dit, il y a ces 47 participants, et on a un résumé de la façon dont ils sont distribués. On voit qu'on a 66%, c'est des étudiants qui ne sont pas diplômés, on a 19% de diplômés et 15% de professionnels. Dans les âges, on a principalement à 87% des participants entre 18 et 24 ans, à 57% qui viennent des US, des États-Unis, à 51% qui parlent anglais, et c'est là que c'est le plus intéressant, à 62% qui ont de 0 à 5 années d'expérience en programmation. Donc plutôt une cohorte de programmeurs qui n'est pas très expérimentés, ou disons pas énormément expérimentés, c'est pas des seniors, mais ça reste assez pertinent dans le cadre de l'étude. On leur donnait les questions dans l'ordre aléatoire, mais ils pouvaient ensuite aussi choisir en fait de résoudre les différentes questions dans l'ordre qu'ils voulaient. Alors, la première chose, on va passer directement au résultat, et ce qui nous intéresse ici, c'est un premier tableau. Le tableau 2, alors évidemment, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien vers cette étude, vers le papier, hein, vous pourrez directement les lire. Et puis si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, ou si vous avez des observations que vous avez faites en lisant le papier, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein. Et puis à vous abonner à la chaîne, et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, donc ça, vous connaissez. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a un tableau, mais qui est composé de 5 tableaux, donc un tableau pour chaque question. À chaque fois, on va avoir sur les lignes, est-ce que c'est des réponses qui sont correctes?
Et ensuite, les colonnes, c'est si c'est des réponses qui sont sécurisées, partiellement sécurisées ou insécurisées. Partiellement sécurisées, ça veut dire, par exemple, ça bloque certaines failles, ça fait certaines vérifications, mais ça en fait pas d'autres. Et donc, on a pour chaque question. Et donc, ça nous permet de voir à chaque fois, parce qu'en bleu, on a le groupe qui est expérimental, donc c'est ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Et en orange, ou en vert, ça ressemble plus à de l'orange, on a le groupe contrôle. La première chose qu'on peut voir, si on fait de question en question, c'est pour Q1, hein, donc la création de la fonction d'encryption, de chiffrement-déchiffrement. On a 67% de bonnes réponses, de réponses correctes, c'est-à-dire qui fonctionnent, dans le groupe expérimental contre 79% dans le groupe contrôle. Donc déjà, on a une différence assez nette dans la capacité à résoudre en fait la tâche. Ceux qui utilisent l'IA, paradoxalement, donnent moins de réponses correctes. Et surtout, ils donnent des réponses qui sont moins sécurisées. Si on regarde donc du coup dans la colonne insecure, pour voir le pourcentage de réponses qui ne sont pas du tout sécurisées, on peut voir qu'on a, pour les réponses correctes, on a 36% de programmeurs qui utilisent l'IA qui donnent des réponses qui ne sont pas du tout sécurisées, contre seulement 14% pour le groupe contrôle, donc qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Et d'une manière générale, on peut voir là aussi, on a 9 contre 7, et que donc on a vraiment 36% de réponses non sécurisées avec l'intelligence artificielle, 14% sans l'intelligence artificielle. La question 2, qu'on va avoir ici, donc là la question 2, c'était de faire cette méthode de chiffrement. De nouveau, ce qu'on voit, c'est que, de manière générale, ceux qui utilisent l'intelligence artificielle donnent des réponses qui sont moins sécurisées. On a seulement 3% des réponses données par ceux qui utilisent l'IA qui sont sécurisées, contre 22% pour le groupe contrôle. Donc là, on a une claire différence au niveau de la sécurité des réponses qui sont apportées, des solutions qui sont apportées, alors qu'on ne voit pas tellement de différence au niveau du fait que les réponses marchent ou pas. Donc là, on a une vraie différence en termes de sécurité. Et on note dans le papier que c'est surtout dû à l'utilisation de techniques non sécurisées de génération de nombres aléatoires. C'est un des problèmes, c'est que ceux qui ont utilisé l'IA, en fait, ont systématiquement accepté en fait la réponse du bot, ont accepté la réponse du chatbot, qui souvent utilisait des librairies ou des packages qui n'étaient pas considérés comme sécurisés, ou en tout cas qui étaient indiqués dans la documentation comme ne pouvant pas être utilisés pour générer de manière sécurisée des nombres aléatoires, ou de manière générale pour chiffrer ou signer des chaînes de caractères. Donc là, on a principalement, dans ce cas-là, vraiment une confiance en fait dans la sortie qui est fournie par le chatbot et qui ensuite n'est pas vérifiée. Ça, on le va voir plus tard dans ce qu'ils appellent la trust analysis, donc l'analyse de confiance. Mais on passe à la question 4, à la question 3, donc la question 3 ici. La question 3 qui était, on nous rappelle, le sandbox directory, donc c'était le fait d'aller chercher ces fichiers. On voit, si on va tout simplement dans la colonne Secure, on voit que le groupe expérimental, 9% de réponses complètement sécurisées contre 28% contre le groupe contrôle. Donc là aussi, on a une forte différence. Sans avoir spécifiquement de différence dans les corrections, les deux groupes donnent des réponses qui sont assez correctes, enfin au même niveau, on va dire. Par contre, là aussi, on constate une différence dans la sécurité, dans le nombre de failles qui sont données dans les solutions, apportées par ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Question 4, on avait cette tâche qui consistait à ajouter une entrée dans une base de données. Et ici, quand on fait une entrée dans une base de données, il y a diverses failles de sécurité. Par exemple, la plus connue, c'est l'injection. L'injection SQL, donc c'est-à-dire qu'on va injecter des données dans la requête, et puis en fait, par exemple, on peut injecter un array en fait de chaînes de caractères, et ensuite rajouter du contenu qui va en fait être interprété comme
comme en fait faisant partie de la requête. Donc on peut modifier la façon dont ça va être modifié. Donc, ça va modifier la base de données. Puis on peut, d'une certaine manière, modifier les données qui sont dans la base de données, des données qui ne devraient pas être modifiées. Là, ce qu'on constate, c'est que là aussi, on a des réponses qui sont significativement moins sécurisées lorsqu'on utilise de la part des participants, de la part des participants qui utilisent l'intelligence artificielle. On a 36% là, lorsqu'on regarde la colonne des réponses non sécurisées. En prenant en compte les correctes et les incorrectes, on a en tout 36%. On a 36% de réponses qui sont non sécurisées chez les participants qui utilisent l'intelligence artificielle, contre seulement 7% chez ceux qui font partie du groupe contrôle, donc pas d'intelligence artificielle. Et puis, d'une manière générale, on se retrouve avec un total de 58% de réponses correctes données par ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, contre un total de 71% pour ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Donc, on a des différences non seulement en termes de sécurité des solutions qui sont données, mais en termes d'efficacité, de solutions correctes données par ceux qui utilisent l'intelligence artificielle ou non. Donc là, on constate de nouveau dans deux cas que l'utilisation de l'intelligence artificielle a un impact dans les deux cas, autant pour la sécurité que pour l'efficacité des méthodes. Et puis, lorsqu'on passe à la dernière question, la question Q5, celle qui consistait à transformer un nombre entier non signé en sa représentation en chaîne de caractères, on ne constate là par contre pas tellement de différence entre les deux groupes, que ce soit le groupe contrôle ou le groupe expérimental. La seule chose qu'on voit, le partiel en fait, ça correspond à une faille de sécurité bien précise qui est le integer overflow. Et là par contre, les auteurs nous disent que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle ont significativement plus de chances de faire ce type d'erreur. Là aussi, ça peut être dû au fait que peut-être ils ne vont pas vérifier les réponses qui sont apportées par le chatbot et que le chatbot a plus de chances de faire ce type d'erreur. Alors la figure 1 nous donne des informations qui sont assez intéressantes. Donc pour chaque question, on va avoir ici chaque fois les failles de sécurité possibles qui peuvent être introduites et à chaque fois le pourcentage des failles pour chaque groupe qui ont introduit ces failles. Donc, par exemple, pour la question 1, l'encryption-décryption, vous avez ce qu'on appelle le padding, le mode, etc., ou le fait d'utiliser des librairies non sécurisées ici. Et vous pouvez à chaque fois voir, le bleu c'est l'expérimental, et à chaque fois le orange, le jaune, c'est le groupe contrôle. On peut voir par exemple que la faille de sécurité ici, authentification, elle est largement plus importante. La probabilité que ce type de faille soit introduite par le groupe expérimental est largement plus haute. Et on peut voir que, par exemple, le padding, c'est pas le cas, il n'y a pas tellement de différence. Le trivial, une très très grosse différence. Et puis, le librairie, etc. C'est des données qui sont un peu plus intéressantes. Ça nous permet de voir quels sont les types de failles qui sont introduites. On peut voir, par exemple, le randomness dans le second, il n'y a pas tellement de différence. À chaque fois que vous avez les barres là qui représentent la variation dans les résultats, vous pouvez voir que par exemple pour le Q3, la question 3 qui concerne ces répertoires, l'une des failles ça peut être par exemple que dans le chemin vous avez un point qui sous Unix veut dire le répertoire parent. Donc là aussi on peut utiliser ça pour tromper en fait cette fonction et peut-être ouvrir quand même des fichiers qui ne sont pas dans le répertoire setdir. Vous mettez setdir, vous mettez point, et puis en fait ça donne l'impression à la méthode que c'est dans setdir, mais en fait on va chercher un répertoire qui est au-dessus. Vous avez aussi la question des liens symboliques. Donc là par exemple on peut voir qu'il y a une nette différence pour ces deux types de failles, mais surtout dans la question 4 on peut voir que ce qu'on parlait avant, à l'injection SQL, il y a une beaucoup plus haute probabilité de retrouver une faille d'injection SQL dans le code qui est créé, qui est rendu en fait par les participants qui utilisaient l'intelligence artificielle. On voit ici. Il y a d'autres, certaines, où vous avez une différence, mais inverse. Par exemple, Buffer Overflow,
Ceux qui utilisaient l'IA avaient moins de chances d'introduire un buffer overflow. Par contre, le int overflow, ça on en a parlé avant, il est beaucoup plus haut chez ceux qui utilisent l'IA parce qu'on n'a pas du tout, cette erreur chez ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Alors la question qu'on se pose souvent dans les études, c'est est-ce que c'est significatif au niveau statistique? Vous trouverez les réponses, l'analyse, le résumé en fait des résultats dans la section 4.6. Et ils nous disent, les chercheurs nous disent, on a trouvé que ceux qui avaient accès à l'assistant IA avaient souvent plus de failles de vulnérabilité sur la plupart des questions, avec une significativité très importante, statistique très importante, surtout sur Q1 et Q4. Donc Q1 et Q4, c'est chiffrement-déchiffrement, et Q4, c'est l'injection SQL. Et marginalement significatif pour Q2. Donc Q2 qui est signer une chaîne de caractères. Ils nous disent également de l'expérience passée dans la sécurité, la cybersécurité, a eu seulement un effet significatif sur Q1 et Q3, donc sur le chiffrement-déchiffrement et le sandbox directory. Le groupe expérimental a eu un effet négatif sur les 5 questions, avec une significativité statistique pour Q1 et Q4. Ce qu'ils ont voulu faire ensuite, c'est une analyse de confiance, c'est-à-dire de voir à quel point ceux qui utilisaient l'IA en fait, avaient confiance dans la réponse donnée par le chatbot, et également est-ce que cette confiance, elle impacte en fait le nombre de vulnérabilités, le nombre de failles qui sont introduites dans les réponses qu'ils donnent. Donc pour ça, ils ont posé 3 questions aux participants. Ils ont dit, est-ce que vous pensez que le code que vous avez fourni est correct? C'est-à-dire qu'il répond correctement à la tâche. Est-ce que vous pensez que le code que vous avez fourni, il résout la solution de manière sécurisée? Et troisième question, est-ce que vous avez confiance dans le code qui a été produit par le chatbot? À chaque fois, vous avez une ligne pour ceux du groupe contrôle qui ont répondu correctement, ceux du groupe expérimental qui ont répondu correctement, ceux du groupe contrôle qui ont répondu incorrectement, et ceux du groupe expérimental qui ont répondu incorrectement. La même chose pour la deuxième, sauf que c'est le groupe contrôle et est-ce que c'est sécurisé ou non. Et ensuite, seulement pour le groupe expérimental, et est-ce que c'est sécurisé ou insécurisé. À chaque fois, si vous avez le rouge foncé, c'est je suis tout à fait d'accord avec la question. Je pense que le code, par exemple, est correct. Moyennement, je suis d'accord, mais sans plus. Et ensuite, je ne suis pas d'accord et je suis en forte opposition. Donc, en gros, plus c'est du côté droite, et plus vous voyez de rouge, plus les participants sont d'accord, en fait, avec la question qui est posée. Et donc, ce qu'on peut voir, ça, dans la première ligne, c'est globalement, quelle est la différence de confiance, en fait, dans la réponse qui est donnée? Est-ce que la réponse marche ou non? Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, avec Q1, Q2 et Q5, on a une plus forte croyance dans l'efficacité de la solution qui est rendue, de la part de ceux qui font partie du groupe expérimental, donc de ceux qui ont utilisé l'intelligence artificielle, alors que pourtant, ils ont donné une réponse qui était incorrecte. Donc, on voit déjà avec cette première ligne, que généralement ceux qui utilisent l'IA, même s'ils donnent une réponse incorrecte, ils ont tendance à penser que cette réponse est correcte. Si on regarde la même analyse, mais au niveau de la sécurité du code. Est-ce que ceux qui ont utilisé l'IA, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont un code qui est plus sécurisé, même s'il ne l'est pas? En fait, à ce niveau-là, au niveau de la sécurité du code, on voit globalement que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, même s'ils ont fourni un code qui n'est pas sécurisé, qui est plein de failles, ils pensaient systématiquement, pour toutes les questions, que leur code était sécurisé.
Donc, ils avaient une plus grande confiance dans le code qu'ils ont, dans la solution qu'ils ont donnée, une plus grande confiance dans la sécurité du code qu'ils ont donné, comparé à ceux du groupe contrôle qui ont donné des solutions incorrectes et qui pourtant, mais qui eux avaient moins confiance dans leur code. Donc, qui possiblement peut-être l'auraient révisé par la suite ou peut-être auraient demandé l'analyse ultérieure. On peut voir ici, donc, que ce soit pour Q1, où là vous avez largement plus de personnes, de participants qui sont d'accord avec la réponse. Même chose ici, même chose ici. Ici, c'est tellement clair que vous avez une partie qui pense réellement avoir donné une solution sécurisée, alors que pour le groupe contrôle, ceux qui ont donné des réponses qui ne sont pas sécurisées, aucun ne pensait qu'ils avaient donné une réponse sécurisée. Là, de nouveau, on revoit le problème avec l'injection SQL. Et puis, pour Q5, là aussi, on a un plus grand nombre de participants utilisant l'intelligence artificielle qui ont donné des réponses non sécurisées, qui pensaient avoir donné des réponses sécurisées. La dernière ligne, pardon, elle nous permet de voir à quel point quel impact a la confiance dans le code qui est fourni par l'agent. On peut voir globalement que systématiquement, là, vous avez ceux du groupe contrôle qui ont donné une réponse sécurisée, et là, vous avez ceux du groupe contrôle qui n'ont pas donné une réponse sécurisée. Et vous pouvez voir que majoritairement, ils sont plus nombreux, ceux qui ont donné une réponse qui n'est pas sécurisée, à être d'accord, donc à dire je crois les réponses qui sont données par la machine. Je pense que les réponses qui sont données par la machine sont bonnes, sont sécurisées. Ils ont fourni un code qui est incorrect, et pourtant, ils ont une confiance supérieure dans les réponses de la machine que ceux qui ont donné des réponses non sécurisées. Et ça, les chercheurs le notent bien, ils disent bien dans le papier, on note une relation inverse entre la confiance dans les réponses données par le chatbot et la sécurité des réponses qui sont fournies. Donc plus une personne a confiance dans les réponses qui sont données par le chatbot, moins elle va donner des réponses qui sont satisfaisantes au niveau cybersécurité. Donc très intéressant ces résultats. Il y a pas mal d'autres choses qui sont données dans cet article. Principalement, on peut vite passer sur le tableau numéro 3, où vous avez, par exemple, ils vont analyser le nombre de... la différence entre les réponses données par le chatbot et ensuite les réponses données par les candidats, ce qui permet de voir le nombre de modifications qu'ils ont effectuées sur les réponses données par le chatbot, et aussi le nombre de sorties du chatbot qui a été directement copié-collé, par exemple. Ce qu'on observe, c'est, pour le premier tableau ici, c'est le pourcentage de réponses qui ont été copié-collées pour chacune des questions, et selon l'expérience de sécurité. Donc, on peut voir, ce qui n'est pas très surprenant, que ceux qui n'ont pas d'expérience dans la sécurité informatique vont systématiquement, quasiment, pour la plupart des réponses, en tout cas pour Q1 vraiment significativement et Q4, vont très souvent en fait tout simplement copier le résultat du chatbot et puis rendre ça comme réponse sans autre forme de modification. On peut voir aussi, ils ont analysé, ça c'est aussi très intéressant, vous avez un paramètre qui s'appelle la température dans les chatbots, dans les LLM, qui détermine à quel point les réponses sont déterministes ou non. Ça veut dire, en gros, quand c'est très déterministe, on va aller choisir systématiquement le token suivant qui est le plus probable. Lorsqu'on va baisser un peu la température, lorsqu'on va modifier, on va aller en fait laisser un peu plus de place pour des tokens qui sont moins probables. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, vous avez B, ce tableau-là, ça vous donne le pourcentage de réponses non sécurisées. Donc, plus bas est ce pourcentage, mieux c'est. Et la proportion pour chacune des questions pour est-ce qu'ils ont ajusté la température ou est-ce qu'ils n'ont pas ajusté la température. Et on peut voir que ceux qui ont ajusté la température, donc ici, cette ligne-là, ont systématiquement un taux de réponse non sécurisé qui contiennent des failles qui est plus bas.
Donc on peut voir là aussi qu'il y a une question non seulement de ne pas faire confiance directement aux récompenses qui sont données par le chatbot, mais aussi avoir la capacité de connaître en fait comment fonctionnent ces LLM, de savoir quels sont les paramètres qui sont importants et de se dire, OK, je vais travailler sur le prompt, je vais travailler sur les différents paramètres du LLM, et puis je vais un peu ajuster les réponses pour voir ce qui me donne des réponses qui sont satisfaisantes. Vous avez la température moyenne, donc ça c'est intéressant pour pousser un peu plus loin, ou de manière générale le nombre de prompts qui ont été utilisés. Là aussi ça peut être assez intéressant. On va pas aller dans la totalité, ensuite il y a plus d'analyses qui sont faites dans ce papier. On le survole, la vidéo je pense là sera déjà assez longue comme ça, et c'est pas en 5 minutes pour un papier, donc on va pas en rentrer dans les détails pour essayer de comprendre et de résumer la totalité du papier directement. Moi ce que je peux vous dire c'est que cette étude elle est assez intéressante et elle nous fait poser la question. On voit beaucoup de je le répète, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, cette tendance à se dire, tiens, ChatGPT va remplacer l'être humain pour générer du code. Et on peut se dire que ça peut être, et que c'est très certainement une tendance assez dangereuse dans le monde, et pour le monde de la sécurité informatique, et pour la sécurité informatique de manière générale. On le voit, on va regarder les futurs papiers. Ce papier, il est cité par pas mal d'autres papiers, dont le principal, qui est certainement le plus intéressant, je vais certainement faire une vidéo dessus, qui est ce A Study of Robustness and Reliability of LLM Code Generation, qui est sorti le 17 octobre, et j'enregistre cette vidéo le 19 octobre. Donc il est sorti il y a 2 jours. On parle, je l'ai survolé un peu, on parle, il me semble, de Code Llama et de GPT-4. Donc ça serait un papier très intéressant. Je vais aussi faire une vidéo sur ce top 10 qui est sorti des failles de sécurité des LLM. Là aussi, ça serait très intéressant. Mais oui, de manière générale, ça serait très intéressant de voir maintenant, avec les derniers modèles, à quel point est-ce que ces modèles qui sont sécurisés, à quel point est-ce qu'ils donnent des réponses qui sont satisfaisantes au niveau sécurité. Parce qu'effectivement, il y a ce trend de dire, tiens, on va virer l'être humain au maximum de la sécurité enfin pas de la sécurité informatique, des tâches de codage. On va faire ça de plus en plus par des machines. Quitte à... j'ai vu beaucoup de vidéos passées où on dit, en 2 secondes, tu vas faire générer ton application par ChatGPT, et comme ça, tu as créé une application, un site internet en 2 secondes. On peut voir que si ces résultats se confirment pour les derniers modèles de génération de code et que cette tendance, en fait, elle se généralise, on peut avoir un impact qui est catastrophique, réellement, pour la sécurité informatique et pour la sécurité de nos informations et des informations qu'on échange. En attendant, moi, je vous dis à bientôt, à une prochaine. C'est un sujet qui est intéressant, donc, comme je vous ai dit, d'autres vidéos vont venir sur la sécurité des LLM et la cybersécurité aussi liée à l'intelligence artificielle. En attendant, moi je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire vivre cette chaîne aussi, qu'il y ait du monde, qu'on fasse vivre cette chaîne, que ça avance. On voit qu'on traite des sujets qui sont intéressants et divers. Et puis, je vous dis tout simplement à une prochaine. Ciao.